Je loupé le- Bonjour à toutes et tous et bienvenue encore dans En pleine tasse. Aujourd'hui, je reçois Dorian Solaire et il va nous parler d'une première mondiale. Donc, ça va être encore un épisode énorme. Salut Dorian, je vais te laisser te présenter. Et puis après, le but, c'est qu'on suive ton parcours et que tu nous expliques un peu tout ça parce que ça paraît vraiment fou, quoi. Écoute, merci beaucoup en tout cas déjà pour l'invitation, Rémi. C'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Pour me présenter, c'est toujours compliqué pour moi. J'aime pas mettre des étiquettes parce que j'aime faire plein de choses. Aujourd'hui, ce que je préfère dire, c'est que je suis quelqu'un qui est passionné par le développement, que ce soit le développement humain au niveau personnel, mais aussi organisationnel au niveau des équipes. Et donc, aujourd'hui, ça se traduit dans tout ce que je fais au quotidien puisqu'en fait, j'ai évolué dans des fonctions managériales au départ, puis dirigeant d'entreprise. Et suite à ça, j'ai décidé de me lancer à mon compte et de créer une entreprise dans laquelle, en fait, j'accompagne des structures, des organisations, des entreprises, mais aussi des personnes. Je dis souvent en souriant à oser les difficultés. Quand je dis oser les difficultés, c'est que je porte un message aujourd'hui qui a pris plusieurs formes, un message d'audace et de résilience. Et ce message, Osons les difficultés, comme je le dis, il a pris plusieurs formes, celle d'un livre, celle de conférence, celle d'un podcast, celle d'une émission de radio. Et puis là, comme tu le sais, il est en train de prendre une forme encore plus grande, qui est la production d'un film documentaire, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Ouais, on va en parler. Au-delà des 3000, justement, c'est ça le titre. J'aimerais déjà qu'on apprenne à te connaître, qu'on te découvre, parce que moi, je sais ce que tu vas faire et je me dis, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Comment il s'organise? Comment il peut mettre tout ça en place? Et pour ça, on a besoin de te comprendre. Moi, j'ai suivi ton parcours depuis un petit moment. On s'est rencontrés sur les réseaux et depuis, je fais que de te suivre pour voir ton évolution. Et puis, en très peu de temps, il y a eu beaucoup de mouvements. Ouais. J'aimerais que tu puisses m'expliquer, alors déjà, d'où tu viens, par quoi tu as commencé, quelles étaient tes passions quand tu étais petit, est-ce qu'on peut te découvrir un peu plus? Écoute, alors, je ne veux pas casser l'ambiance parce que c'est pas du tout l'optique, mais en tout cas, de la façon dont je vais le raconter, aujourd'hui, c'est quelque chose de ultra positif. En fait, moi, d'où ça me vient ce feu intérieur pour la psychologie et pour le dépassement de soi, ça vient d'une enfance qui a été complexe, puisqu'en fait, j'ai eu un parent dysfonctionnel, enfin une maman dysfonctionnelle, qui a donné place plus jeune à des violences, des choses assez complexes à gérer à la maison. Et en fait, très jeune, je me suis dit, mais comment on peut en arriver là, en fait, en étant parent? Et donc, sans le savoir, à 10 ans, j'ai développé une passion pour la psychologie, pour comprendre comment fonctionnait l'être humain, comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de quelqu'un en observant, en analysant. Et plus jeune, plus tard, pardon, du coup, vers l'âge de 25 ans, en fait, j'ai décidé de mettre cette passion qui était un peu sous-jacente, euh, en faire un métier en fait. Et à ce moment-là, du coup, je vais me former aux mêmes outils que toi, enfin en partie, tu vois, la préparation mentale, la programmation neurolinguistique, le coaching professionnel, avec cette idée de comprendre comment ça fonctionne dans la tête et comment on peut accompagner des personnes à se révéler, à révéler le meilleur d'eux-mêmes. Et surtout, moi, j'ai une chose qui me passionne, c'est comment je peux aider quelqu'un à oser faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ouais, ça, oser la difficulté, on va en reparler après. Moi, j'aimerais comprendre comment justement, je vois beaucoup de monde, j'accompagne pas mal de gens, quand ils vivent quelque chose de compliqué, ils n'ont pas forcément les ressources ou l'environnement adéquat pour pouvoir rebondir, pour pouvoir s'en sortir. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a aidé pour pouvoir avancer dans la bonne direction? En fait, c'est toujours une réponse qui est complexe. Tu sais, cette fameuse question de qu'est-ce qui fait que deux personnes dans une même situation, une va rebondir, l'autre va s'écrouler. Je crois que c'est une question de l'humanité, en fait, auquel personne n'a vraiment encore répondu, que ce soit les philosophes, les psychologues. C'est assez complexe. Maintenant, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je crois qu'en fait, il n'y a pas une chose qui t'emmène à rebondir, mais c'est un ensemble de petites choses qui font qu'à un moment donné, tu vas passer des caps dans ta vie. Moi, ça a commencé au départ avec être entouré. Parce que malgré le fait que j'ai eu des difficultés, j'ai toujours eu des personnes quand même bienveillantes autour de moi. Et je pense des personnes qui m'ont tiré vers le haut, qui m'ont dit en fait, tu es capable de bien plus que la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et donc déjà, d'avoir des gens qui croient en toi et que toi, tu leur donnes
on va dire, la matière pour croire en toi fait que il y a une évolution à plusieurs qui se fait. Et puis après, je pense que le plus gros déclencheur qu'il y a eu dans ma vie, je raconte souvent ce truc-là, c'est que le 28 juin 2018, en fait, je traverse une période émotionnelle complexe, une tempête émotionnelle, puisqu'en fait, je viens de me séparer de quelqu'un à qui je tenais beaucoup, et en même temps, je viens de me faire opérer d'une épaule. Donc, en fait, si tu veux, moi qui suis sportif, qui suis hyper actif, quand tu mets un hyperactif dans un lit à s'ennuyer, en fait, l'hyperactivité de mouvement, elle se transforme en hyperactivité cérébrale. Et en fait, à ce moment-là, je vais me mettre à beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Et ce jour-là, en fait, je me dis, mais je vais me poser une question existentielle qui est la suivante, c'est mais comment on fait pour être heureux? Et tu vois, c'est pas une question, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, tu vois, d'être heureux. Et donc, j'ai posé cette question à mon moteur de recherche Google. Il n'y avait pas de ChatGPT à l'époque. Ouais. Et puis, il va m'envoyer vers une vidéo YouTube d'un mec qui répond à cette question. En fait, je vais mettre 4 heures à regarder l'interview alors qu'elle en fait 1 heure et demie. Et en fait, je vais avoir la plus grosse prise de conscience de toute ma vie. C'est qu'en fait, dès lors que je rends les autres responsables de mon malheur, je ne suis plus maître de mon bonheur. Et donc, du coup, ça va m'emmener à entreprendre plein de choses. Et en fait, ce jour-là, plus que ça, c'est pour ça que tu me parles de déclencheur, mais le déclencheur principal, c'est de me dire qu'en fait, ce dont mon histoire, j'en faisais la cause de mon malheur, et je décide ce jour-là d'en faire la cause de mon bonheur. Tu vois? Et en fait, Ouais. j'ai changé ma perception, et je pense que tu sais ce que ça fait quand tu changes la perception d'un événement. Derrière, ça change tout. Ça change les émotions, ça change les comportements, ça change les résultats. Et L'énergie, donc, la dynamique. et ça change la dynamique. Donc voilà le plus gros déclencheur derrière, quoi. Et donc finalement, donc, ce qui a pu t'aider, c'est ton environnement. J'aime bien parler d'environnement, vraiment les gens qui nous entourent. Mais finalement, le déclencheur, ça vient vraiment de toi. Parce que tu peux être très bien entouré. Si tu n'as pas réussi à voir les choses sous un autre angle, finalement, il n'y a rien qui change. Ou très peu. En fait, je pense que tout ton environnement, c'est des graines qui se plantent, mais que dans le fond, c'est toi qui décides de les arroser ou pas, tu vois, si on doit faire une métaphore. Et je pense que tu dois le voir tous les jours en accompagnement. Moi, je le vois, que ce soit même au niveau individuel ou au niveau collectif, peu importe. En fait, tu t'aperçois que si une personne, elle n'a pas décidé de changer, en fait, tu peux lui mettre tous les ingrédients que tu veux. Tu peux lui mettre le meilleur coach du monde, le meilleur préparateur mental du monde. Tu peux lui mettre tout l'environnement du monde, le meilleur qui soit. En fait, il ne se passera rien. Ouais. Donc, en fait, je pense que c'est le croisement parfait entre un environnement et une envie profonde à un moment donné d'évoluer. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, en fait, j'en parlais, tu vois, sur un podcast il y a encore 15 jours. Tu vois, je trouve que l'environnement, c'est hyper important, mais à la fois, c'est toi qui te le crée, l'environnement. Et c'est pour Ouais. ça que je dis que souvent, les gens qui t'aident, c'est que souvent, tu leur as aussi donné envie de t'aider. Et tant que tu n'as pas tant que t'as pas enclenché ce mécanisme où toi, tu t'es mis en action, où toi, tu as donné envie aux autres de t'aider, mais les autres, ils t'aideront pas en réalité. Ou alors, ils t'aideront pas longtemps. Donc, c'est pour ça que l'environnement, oui, mais c'est des graines. Et j'aime bien cette image, tu vois, c'est des graines Ouais. qui plantent, mais c'est à toi de décider de les arroser ou pas, en fait. Ouais, carrément. Mais ça, pour bien le comprendre, on peut l'imaginer rien qu'au travail. Si on a un collègue qui fait toujours la gueule, qui rend pas de service aux autres ou qui gratte tout le temps au niveau des horaires, bah, au bout d'un moment, on en a un peu marre et on n'a pas forcément envie d'aller vers lui. Et il peut se retrouver un peu tout seul. Et à l'inverse, quand on a des gens qui sont assez chaleureux, ou sans parler qu'ils soient très très gentils, mais vraiment voilà, qu'ils soient solaires pour le coup, et ben on a plus envie de se rapprocher d'eux, de les aider s'ils vont pas bien. Donc effectivement, ouais, je pense comme toi que il y a cette attraction qu'on peut apporter vers soi. Exactement. Et quand Exactement. on a besoin d'aide, on peut trouver du monde plus facilement. Ouais. Et, Exactement. et donc ensuite, donc tu arrives à utiliser, donc, comme je le dis tout le temps, c'est ma phrase fétiche, c'est un problème est une aubaine. Donc tu as réussi à utiliser ce qui était des problèmes pour toi, pour les transformer un petit peu en force. C'était quoi le premier levier? C'est quoi le truc que tu t'es dit, bah, ça me correspond vraiment? J'imagine ouais, que tu as fondé un peu ton identité autour de ça. Tu t'es dit, moi, je suis vraiment ça, en fait. Donc, je veux pas changer. Je veux seulement évoluer. C'est un peu ça, en fait, que tu as mis en place? Ouais, ben c'est surtout, comme je te dis, ce truc-là de me dire, arrête de rendre les autres responsables de ce qui t'arrive. Tu vois, à un moment, j'en voulais à la terre entière, hein, à ma mère, même si j'avais des raisons de lui en vouloir. Mais le fait est que
En fait, à en vouloir à quelqu'un, c'est pas forcément ce qui t'emmène à évoluer. C'est important, c'est une phase, la colère, mais encore une fois, comme je dis souvent, le problème, c'est jamais la colère, mais c'est plutôt ce que tu en fais. Et donc, à un moment donné, c'est ça l'effet de levier de la transformation, c'est de dire, ben, qu'est-ce que je vais faire de mes émotions? Qu'est-ce que je vais faire de toute cette colère? Qu'est-ce que je vais faire, en fait, finalement, de cette matière que j'ai en moi, qui là est plutôt destructrice que constructrice? Et à un moment donné, ben, comme je te dis, ce qui change, c'est cette phrase où je me dis, je vais, grâce à mon histoire, tu vois, plus à cause de mon histoire, grâce à Ouais. mon histoire, me construire ma réussite, me construire mon bonheur et me construire une vie qui me fait kiffer, quoi, tu vois. Et donc, tu vois, ça prend du temps. Après, c'est ça que j'aime bien dire, c'est que, tu vois, souvent on a cette impression que quand on a le déclic, quand on a trouvé ce qui nous anime, tout était facile. C'est pas vrai. En fait, la vie, elle sera jamais simple, elle sera jamais facile, surtout quand tu entreprends des choses. Par contre, je trouve que le vrai sujet, c'est pas tant de savoir quel est le chemin le plus facile, mais c'est quel est le chemin où je suis le plus aligné. Et donc, en fait, moi, je dis souvent en conférence aujourd'hui que j'ai beau avoir fait, ben, tu vois, j'ai fait un TEDx, je fais des conférences dans des grosses boîtes, j'ai écrit un livre et publié un livre, j'ai ma propre entreprise, j'ai été directeur général d'une société à seulement 26 ans, mais c'est pas ça ma plus belle réussite. Ma plus belle réussite aujourd'hui, c'est que je suis aligné. C'est-à-dire que j'aligne ce que je suis avec ce que je fais au quotidien. Et tu vois, ça me porte. Maintenant, pour répondre à ta question première, je dirais que en fait, moi, il y a un truc qui me caractérise et que j'essaye aussi de tempérer parce que ça peut être destructeur, c'est que je me nourris du chaos, je me nourris de l'adversité. En fait, j'aime ça. Peut-être que tu as accompagné des sportifs qui sont là-dedans, mais moi, j'aime l'adversité. En fait, dès que je me retrouve un peu maintenant dans la merde, que c'est un peu dur, tu vois, même physiquement, mentalement, je me dis, ah, c'est bon, le jeu, il commence maintenant, tu vois. C'est presque une excitation. Maintenant, encore une fois, il faut faire attention à ce truc-là parce que quand tu es que là-dedans, ça peut être fatigant, douloureux aussi à un moment donné. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à se construire à travers un petit peu plus de douceur, que tu peux aussi te construire des choses. Les belles choses peuvent être pas forcément difficiles, mais elles peuvent être belles dans une forme de douceur. Donc voilà, j'essaye de tempérer ce côté-là, mais ça fera toujours partie de moi. J'aime ça, j'aime l'adversité, j'aime quand il faut aller se transcender, tu vois. Ça fait partie de moi. Oui, bien sûr, mais ouais, ça dépend, hein. C'est la manière de percevoir eh ben, un problème, ce qu'on peut appeler un problème. Et alors, bien sûr, il ne faut pas être dans l'excès parce qu'il ne faut pas emmener d'autres personnes avec nous dans des problèmes ou il ne faut pas que ça fasse trop de mal à des gens. Mais j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps parce que moi, c'est un peu ça aussi. Quand j'ai un problème sur mon parcours, je sais que ce n'est pas un problème finalement. C'est juste une indication pour me dire que eh ben, ce que tu veux, il ne faut peut-être pas le faire de cette manière. C'est juste, faut revoir ta stratégie en fait. Faut peut-être passer par un autre endroit. C'est pas trop grave. Ou alors, faut surmonter ça, parce que si tu n'arrives pas à surmonter ça, tu vas être bloqué plus loin de toute façon. Ouais. C'est que tu n'es pas encore prêt peut-être. Donc, Oui. c'est juste une indication. Un problème pour moi, c'est vraiment un message. OK, bon, ben, il y a un souci. Et tu vois, ça m'est arrivé. Je raconte ça rapidement, mais je suis allé à Paris le week-end dernier. Hop, j'arrive à Paris, je sors de la gare, je prends le métro, j'ai un peu mes petites habitudes, j'arrive toujours à la même gare, à Bercy, et je pars à mon rendez-vous. Et arrivé à le Louvre, euh, j'avais oublié ma valise dans le train. Je me suis dit, oh là là, oh le travail. Et là, je commence, comme tout le monde, à paniquer. Anxiété, je me projette, ouah, ils vont la faire exploser, ou ils vont appeler des mineurs, je vais payer je sais pas combien, ou alors on me l'a volé, je vais passer mon week-end sans habit. Heureusement, mon ordi et tout était dans mon sac à dos, là, je l'avais celui-là. Et après, je me suis dit, allez, c'est un problème. C'est le moment de faire marcher la préparation mentale. Tu accompagnes des athlètes et tout. Tu dois pouvoir te sortir d'une situation comme ça. Donc après, calme, focaliser sur l'instant présent. Qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre? Bref, et je suis retourné à la gare, j'ai fouillé les trains. Dans tous les trains qui étaient en gare, je suis monté dedans, etc. Et je l'ai retrouvé. Et, Ah, énorme. parce que il s'est passé 1 heure entre le temps que je m'en rende compte et que je revienne à la gare et que je la retrouve. Donc c'était assez fou, mais je sais que beaucoup auraient paniqué. Et moi, j'ai pris ça comme un défi, quoi. Je dis, au pire, il va pas m'arriver quelque chose de très grave. Au Ouais. pire, c'est l'argent, le problème, même si quand on n'en a pas, ça peut être un très très gros problème, mais voilà, c'est matériel en fait.
Tu vois, il n'y a pas d'humain en jeu là-dedans et j'emmène personne avec moi. Je suis tout seul. C'est ça. Ça aurait C'est été les ça. affaires de mes enfants, un peu différent. Oui. Après, tu vois, dans ce que tu dis, il y a un truc sur lequel moi je fais attention. Tu vois, quand tu dis par exemple, bah, je suis préparateur mental, tu dois savoir gérer cette situation. Moi, j'essaye de sortir de justement de cette injonction de tu dois. Parce Ouais. que, en fait, j'ai beaucoup été là-dedans, tu dois avancer, tu dois être fort, tu dois, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je me dis plus, Dorian, tu sais le faire. Tu vois, Ouais, c'est un ouais. peu plus doux, c'est un peu moins violent, mais et tu vois, il y a moins ce côté genre, mais si tu n'y arrives pas, c'est pas normal, tu vois. En fait, tu sais le faire. Et des fois, quand c'est dur, tu vois, encore hier, je faisais une compète de trail où, bah voilà, je jouais devant et à un moment, tu vois, c'est un peu dur. Et je me revois, il y a 2 ans en arrière, j'aurais été dans le côté, tu dois tuer l'autre à côté de toi, tu dois lui faire mal. Là, j'étais non, tu sais le faire, tu sais courir, tu sais relancer, tu sais gérer une descente très rapide. Et tu vois, j'étais plus focus sur moi, sur mon environnement et moins dans le tu dois, tu vois, le truc Ouais, qui est un peu quand t'es violent avec capable. soi-même. Donc, en tout cas, Ok. c'était juste pour rebondir là-dessus, mais Ah, mais t'as raison. parce que ça fait partie aussi des choses qui moi, je travaille. Et si je le dis, c'est parce que j'ai encore cette injonction parfois. Mais je me dis plus, tu sais le faire. Pas tu peux le Ouais, faire, j'aime pas le tu peux le faire, mais, mais tu sais le faire. c'est l'occasion aussi. C'est l'occasion de te tester ou c'est l'occasion de voir où tu en es. Ou... Ouais, Il faut profiter de ce moment. Mais ouais, exactement. le vocabulaire, c'est super important. Ouais. C'est comme ceux qui parlent de sacrifice et tout. Non, c'est des choix. Hop, t'as fait ton choix Exactement. de sacrifice, ça veut dire que tu regrettes déjà finalement un petit peu quand tu Exactement. sacrifies quelque chose. Donc pour moi, le vocabulaire est super important et merci pour cette remarque. On va noter la bien celle-ci. Hein. Les auditeurs, ça faut le noter. Le vocabulaire, c'est super important. Donc on va avancer un petit peu. Du coup, tu arrives donc à utiliser la difficulté. Euh, et tu as quel âge à peu près à ce moment-là où tu commences à Bah, inverser la tendance, renverser la vapeur? voilà, en 2018, donc j'ai à peu près 25 ans. Ok. À ce moment-là, en tout cas, je tombe sur ce documentaire, enfin sur ce reportage, sur cette interview qui me crée un énorme déclic. Et puis après, va s'en suivre plusieurs étapes. Donc aujourd'hui, j'ai 32 ans, donc c'était il y a 7 ans déjà. Ok. Et depuis, alors, en 7 ans, qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, tu nous as Alors, parlé un peu de tout ça déjà, mais pour synthétiser, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le déclic, le truc de te dire, ouais, ça, je vais changer les choses, ça peut être ultra rapide. Je veux dire, en une fraction de seconde, tu peux dire, waouh, j'ai la prise de conscience, c'est incroyable. hmm, Mais maintenant, pour le transformer dans la matière, c'est beaucoup plus long, en fait. Parce que créer une entreprise, se former, rencontrer des gens, ça prend du temps. Tu peux pas le faire en un claquement de doigts comme la pensée, comme la prise de conscience. Donc, en fait, à la suite de ça, je vais décider dans un premier temps d'aller me former à ce qui me passionne. Donc, c'est là que je vais entamer des démarches pour aller me former, prépa mentale, coaching professionnel, neurosciences, programmation neurolinguistique, coaching professionnel. Et à côté de ça, je vais aller rencontrer, interviewer des gens qui performent dans leur domaine, mais qui ont eu de l'adversité sur leur parcours. Et donc, je veux comprendre comment ils ont pu en arriver là, malgré les difficultés. Donc là, je vais aller rencontrer des athlètes de haut niveau, des entrepreneurs à succès, des conférenciers internationaux. Et puis, je vais les interviewer, passer du temps avec eux pour déjà comprendre une base de ce que peut être la résilience, l'audace et le dépassement de soi. Donc, petit à petit, je vais avancer. Moi, professionnellement, comme je te le disais tout à l'heure en intro, je vais devenir dirigeant d'une PME à 26 ans. Et en fait, là, ça va être un apprentissage hors norme parce que je vais me rendre compte que les techniques de préparation mentale au niveau individuel, je vais les appliquer au niveau collectif. Et c'est un test pour moi. ouais. C'est un test grandeur nature. Mais je vais le faire. Et en fait, l'entreprise, en 2 ans, elle va passer de 700 000 euros de chiffre d'affaires à 1,5 million. Donc, on va avoir une croissance énorme, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conneries qui sont faites sur le chemin, etc. Sûr. Mais le fait est, c'est que l'entreprise, elle n'a jamais été aussi rentable, elle n'a jamais pu faire autant d'autofinancement, elle n'a jamais été aussi belle à la banque, il n'y a jamais eu autant de trésor et on fait un chiffre d'affaires de ouf, on double l'équipe, donc c'est incroyable. Donc là, en fait, déjà, ça valide une partie de ce en quoi je crois au niveau de la préparation mentale et de certains outils qui sont essentiels pour évoluer. À la suite de ça, moi, je reste 2 ans. J'avais un deal avec le gérant. Je lui avais dit, je reste 2 ans, je structure la Ok. boîte, je la fais décoller. Derrière, il faut que je crée mon entreprise. Et donc, il y a 3 ans,
je décide de créer ma structure et là de faire ce que je fais aujourd'hui, que je t'ai décrit en introduction de ce podcast, c'est voilà, de créer mon entreprise où je fais du conseil, de la conférence, de l'accompagnement et où je prends un plaisir immense à accompagner aussi bien des organisations mais que des dirigeants à performer, à être plus alignés et à mettre en place des outils organisationnels qui font que ce qu'ils ont en tête, leur vision, Ah leurs oui. objectifs se transforment dans la matière en quelque chose qui va leur permettre de les atteindre. Et donc, je prends un grand plaisir à transformer, tu vois, si je devais synthétiser, le pourquoi en comment, et Ouais. donc de mettre en place leur vision, leurs objectifs de façon concrète. Donc le passage à l'action, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de gens au départ qui ont envie. Comme je leur dis, avoir envie, ça suffit pas, quoi. Il va falloir peut-être avoir besoin aussi pour avoir encore plus de motivation et puis passer à l'action, du coup. Et parce que quand j'ai un athlète qui veut devenir professionnel ou faire les JO, je lui dis, tu sais, avoir envie de faire les JO, il y en a des milliers et des milliers qui ont envie de faire les JO. Après, qui sont ceux qui vont y aller? Et c'est ça, ta force, en fait, c'est que tu arrives à faire passer de l'envie au résultat, en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Et en fait, si tu veux, je dis souvent que là, je vais dire quelque chose de pas glamour, mais c'est que je rends le quotidien ce qui paraît le plus inconfortable, parce que je pense que tu le sais en accompagnant des sportifs de haut niveau, ce qui fait qu'à un moment ils sont performants, c'est pas toujours ceux qui ont le plus d'envie, hein, en réalité. Non, C'est ouais. ceux qui à un moment donné sont les plus intelligents et qui savent se construire. Et là, je vais parler d'environnement, mais pas l'environnement, l'entourage, les personnes, mais l'environnement, l'organisation de leur vie la plus optimale possible. Tu vois, je dis toujours en conférence que l'organisation est plus fiable que la motivation, parce que la motivation, à un moment donné, on en fait quelque chose comme une règle absolue, tu vois, sur les réseaux sociaux, de partout, comme si la personne qui était la plus motivée, qui parlait le plus fort, qui avait le plus d'énergie en parlant de ses projets, c'était forcément celle qui avait le plus de chances de les réaliser. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement faux, parce que la motivation, c'est conditionnel déjà. Je pense que tu le sais, ça peut être conditionné à des circonstances extérieures, sentiment de plaisir, sentiment d'appartenance, sentiment de progrès, sentiment d'autonomie. Et en fait, tous ces sentiments vont faire que tu as un niveau de motivation qui est plus ou moins stable. Puis tu as de l'autre côté la motivation inconditionnelle. Et là, c'est conditionné, c'est conditionné. C'est plus en fonction du sens que tu vas donner à tes projets, tes actions et tes objectifs. Donc ça va créer la motivation en partie. Maintenant, le problème, c'est que je dis toujours que quand tu conditionnes ton énergie à des choses extérieures, c'est dangereux. Parce que, en fait, s'il y a un élément extérieur qui n'est plus là, tu peux perdre toute ta motivation et ne plus être en capacité d'agir. Par exemple, si je lie ma motivation à la notion d'être entouré, d'avoir un binôme de travail ou d'être dans une équipe, et que le jour où j'ai plus cette équipe ou ce binôme de travail, en fait, je fais plus rien, mais ça veut dire que mon projet est en danger. Ouais. Alors que quand je mets une organisation en place, et quand je me parle d'organisation, c'est un truc qui va te parler, quand je mets des routines de performance en place, automatiquement, je me crée un environnement qui est dépourvu de toutes circonstances extérieures. Ça veut dire qu'en fait, si je me suis programmé à ce que toutes les semaines ou tous les jours, je fasse peut-être ce petit pas en plus que les autres ne vont pas faire, et que je le mets dans un moment de ma journée qui me demande le moins d'énergie possible, parce que le cerveau fonctionne comme une batterie de téléphone. Si tu fais les choses qui te demandent le plus d'énergie en fin de journée, tu as moins envie de les faire. Et si tu les fais en début de journée, au moment où tu as le plus d'énergie, c'est plus facile. Et donc, si je crée une organisation comme ça et des routines qui sont placées au bon endroit, au bon moment, forcément, je me donne l'opportunité de faire et de réaliser des choses que les autres ne font pas. Même la personne qui, sur le papier, était plus motivée au départ et qui, elle, ne sait pas créer une organisation et des routines qui vont lui permettre d'activer et d'aller chercher des objectifs qu'elle ne se pensait pas capable de faire. Tu me parlais de d'un athlète qui va faire les JO. Quelqu'un qui va faire les JO, qu'est-ce qui va différencier à un moment, à niveau de motivation égal? C'est la capacité que certains vont avoir à répéter les efforts, et pas forcément de façon bourrine, en mode « putain, moi, j'ai plus de volonté », mais plus en mode « j'ai été intelligent, j'ai placé les routines au bon endroit, au bon moment, qui font que ça me demande moins d'énergie pour passer à l'action ». Et donc, moi, c'est ça que j'aime créer avec les gens, c'est de faire en sorte que tout ce qui leur paraît inconfortable au départ pour atteindre leur objectif, on va le rentrer dans une organisation globale qui va faire que ça va leur demander le moins d'énergie possible pour passer à l'action. Parce qu'en fait, je dis toujours que
En fait, nous, êtres humains, on cherche toujours à avoir plus d'énergie, plus de motivation, alors qu'en fait, on devrait chercher une organisation qui nous demande de générer le moins d'énergie possible pour réaliser les choses qu'on a envie de faire. Tu vois. Ouais. Donc, moi, je suis passionné par ça et c'est ce que je fais au quotidien. Non, mais ça me parle beaucoup parce que j'ai déjà eu des exemples où, justement, comme tu dis, il faut que les bases viennent de nous-mêmes. Où si tout repose sur un coach qui nous encourage, qui nous félicite, et si c'est grâce à ça que j'avance, il y a un problème. J'ai déjà vu des athlètes où, au changement de coach, c'était plus du tout les mêmes. Ouais. Parce que lui, ouais, il m'adore, mais il me félicite plus. Et ça me manque. J'en ai besoin, moi, qu'on me complimente, etc. Donc, si tu as besoin de trop de choses de l'extérieur, et ben après, c'est compliqué pour te mettre en mouvement quand tu es tout seul, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut que les bases soient vraiment solides personnellement, je dirais, et pour pouvoir faire tout ce dont tu as envie sans dépendre de personne, sans dépendre de trop ton environnement, justement. Exactement. Et la performance de très haut niveau, ben, je pense que tu le sais aussi, c'est quand tu vas optimiser tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que tu vas avoir quand même le bon entraîneur, parce que ça, il ne faut pas non plus le négliger. C'est-à-dire que si tu as besoin de valorisation, il faut que tu aies un entraîneur qui soit capable de te le donner, mais au bon moment, au bon endroit. Et que tu sois capable de croiser ça avec une organisation, des routines, des objectifs qui soient, mais voilà, que tout s'accorde en fait. Et je crois aujourd'hui, pour avoir accompagné maintenant peut-être plus de 20 organisations, équipes ou des dirigeants, que la performance générale se fait entre le croisement de toutes ces choses, c'est-à-dire un bon environnement, des gens placés au bon endroit qui vont t'accompagner comme il faut, et à la fois toi, quand tu as réussi à te créer des routines et une organisation de travail qui fait que tous les jours, tu maintiens un niveau de performance qui est optimal. Ouais, c'est exactement ça. On se rejoint beaucoup là-dessus. Après, on a des manières de faire qui peuvent être différentes peut-être, mais de toute façon, il y a des choses qui restent vraiment presque des vérités. et maintenant, j'ai envie qu'on avance encore un peu. Et donc tu es passé. Alors quand même, on va pas griller certaines étapes parce que c'est important. En fait, j'ai l'impression que tout ce que tu as envie de faire, tu mets les choses en place pour y arriver. Donc l'écriture d'un livre, par exemple, j'en connais tellement qui veulent écrire des livres, des conférences, et je me mets dedans. Et des conférences, donc de l'accompagnement aussi en plus. Tu as plusieurs cordes à ton arc. Est-ce que ça, déjà, c'est un équilibre? Et est-ce que c'est tout ça qui t'a donné envie? Est-ce qui t'a construit pour pouvoir lancer ce projet fou? Ouais, est-ce que tu as besoin de faire tout ça? Est-ce que tu as besoin d'aller dans plusieurs directions? Ou est-ce que c'est la même, mais avec plusieurs étapes? Explique-moi un petit peu. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question parce que tu sais, il y a cette notion de plus tu te disperses aussi, plus tu grides ton énergie. Donc, il faut y faire attention. Maintenant, je crois qu'en fait, tout ce message, osons les difficultés pour une vie sans regret, que je porte qui porte ces valeurs d'audace, de résilience et de dépassement de soi, ça fait aujourd'hui 4 ans que je le porte. Et en fait, ça va dans ce sens-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tous les projets que je mène, il y a un fond. Le fond, c'est l'accompagnement. Le fond, c'est de faire du podcast, de l'émission de radio, en tout cas de pouvoir échanger régulièrement avec les gens. Ça, c'est un fond. Je garde un quotidien là-dedans. Par contre, je mène jamais 2 gros projets en même temps. Par exemple, je vais jamais mener un gros projet d'événement public et un livre en même temps. Je vais jamais prévoir d'écrire un livre et de faire un film documentaire en même temps. Je vais jamais prévoir un film documentaire et une grosse conférence en même temps. C'est pour ça qu'il faut garder un fond qui t'anime, entre guillemets, un fond un peu plus routinier, même si c'est moins ce qui est excitant, entre guillemets, mais qui quand même t'anime et qui fait avancer l'activité. Et d'ailleurs, c'est important de le dire, tu ne peux pas faire que des choses qui t'excitent tout le temps, qui sont trop bien. Il faut aussi garder un fond de choses qui te font vivre et qui te permettent d'avancer et des petits pas. Maintenant, les gros projets, comme je te dis, c'est jamais tous en même temps. Ça, il y a toujours des étapes clés. Et par contre, là, je vais aller à l'opposition de ce que je viens de dire, c'est-à-dire de l'organisation, etc. Pour déclencher un gros projet, j'attends que ce soit le bon moment. Et le bon moment, c'est le moment où je commence à penser qu'à ça. Tu vois, tu vois, par exemple, ça a commencé avec une conférence. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse un TEDx. Mais le truc, c'est que moi, quand je me mets à me dire, il faut que tu vois, j'ai envie de le faire. C'est pas il faut que je le fasse. J'ai envie de le faire. Quand j'ai vraiment envie de quelque chose,
Je vais me dire, OK, là maintenant, je vais coordonner ma vie pour que toutes les actions que je mène, à un moment donné, que ce soit même les podcasts, les émissions de radio, elles servent ce projet. Et donc, tout mon quotidien, toute ma base de travail qui, au départ, est un peu chiante, je vais l'orienter pour que ça se produise. Pareil pour le livre. Quand j'ai voulu écrire un livre, j'ai commencé à communiquer différemment. J'ai commencé à aller rencontrer des personnes différentes. J'ai commencé à aller dans des soirées réseaux différentes. Et donc, j'oriente en fonction de ce projet-là. Et là, tu vois, par exemple, je suis en train de mener le film documentaire. Enfin, on va en parler, mais c'est le plus gros projet de toute ma vie. C'est celui qui me fait le plus flipper, en tout cas, qui me demande d'aller lever des... d'aller chercher des ressources qui sont immenses en moi. En fait, ça me demande de changer mon quotidien. Et tu vois, ce que j'aime, c'est que du coup, quand tu entreprends des choses qui paraissent très grosses, qui sont très ambitieuses, toi, ça te rend hyper humble. Parce que tu te dis, mais en fait, je repars au début. J'ai écrit un livre, j'ai fait des conférences, mais là, je suis comme un enfant, tu vois. Je dis toujours, je suis comme un enfant qui réapprend la vie. C'est-à-dire que je réapprends c'est un autre métier. Je dois aller parler à d'autres personnes. Je dois adapter mon langage. Je dois refaire ma communication. Je dois aller, encore une fois, dans des soirées réseau encore différentes, donc recréer du lien différent. Et en fait, tu dois tu dois un peu faire mourir une partie de toi pour mieux renaître. Ouais. Et c'est un truc que j'aime, tu vois, parce qu'il y a un fond, il y a une base. Moi, mon fond, c'est osons les difficultés, c'est l'audace, c'est la résilience. Mais après, à chaque fois que je vais donner une forme différente, quelque chose de très grand, ça demande de faire mourir une partie de moi, un peu comme un serpent qui perd sa peau, pour aller faire renaître une autre partie et pour pouvoir créer des choses exceptionnelles. Et c'est ça, en fait, c'est ça, avancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur leur passé ou qui ressassent en permanence des problèmes qui sont passés depuis longtemps ou qui n'arrivent pas à se séparer de certaines choses. Et c'est super difficile. C'est ça la difficulté aussi. C'est quand on a l'impression de perdre quelque chose qui est cher pour nous, quoi. Que ce soit un objet, que ce soit des vêtements. Il y en a qui ont du mal à acheter leurs vêtements qui sont abîmés, qu'ils ne vont plus porter. Il y en a qui ont du mal à passer à autre chose. Après, ça peut être une déception amoureuse ou quoi que ce soit. Et ça, c'est la vraie difficulté, finalement, c'est réussir à passer à autre chose et avancer. C'est ça, avancer, je pense. Et c'est de la résilience en permanence, un petit peu. Quand tu dis qu'il y a une partie de toi qui meurt, c'est ça la résilience, finalement. C'est quand on meurt un peu et qu'on arrive à renaître. Et ouais, donc ça, c'est fort. Tu vois, je ne le voyais pas du tout comme ça. Et ouais, là, tu me l'as bien emmené. Là. J'adore. Et tu vois, j'ai partagé un autre truc, tu vois, que je me suis rendu compte cet été, parce que tous les étés, j'ai une démarche. Je l'ai fait pour écrire mon livre. Je pars à la montagne, en haute montagne, station des Deux Alpes. Et en fait, je pars un peu faire mon voyage spirituel de 2 mois par an. Et je le fais tous les étés maintenant. Okay. Et cet été, en fait, c'est comme ça que mon projet documentaire est né. C'est que je me suis rendu compte que j'étais atteint du syndrome du bon élève. Tu sais ce que c'est le syndrome du bon élève ? Le syndrome du bon élève, c'est le syndrome du mec ou de la nana qui a tellement peur de décevoir les autres et d'avoir la mauvaise note qu'il n'ose plus entreprendre. Et c'est en ça, tu sais, c'est en ça que la réussite, ça peut être une prison dorée. Et je vais même être un peu vulgaire, une putain de prison dorée. Parce que tu vois, je me suis rendu compte que depuis 3-4 ans, j'ai écrit un livre, j'ai fait des conférences en entreprise, j'ai fait un TEDx, j'ai créé ma boîte, j'ai eu plein de réussites. Et donc, je commençais à réfléchir en me disant, il faut que j'entreprenne des trucs mais c'était inconscient, où je vais réussir. Parce que si je ne réussis pas, qu'est-ce que les autres vont penser ? Putain, mais si j'annonce que je fais un film documentaire et que je le fais et que je ne peux pas le faire, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et si je fais un film documentaire et que le défi en question, j'arrive pas à le faire, mais je vais passer pour un con. Et en fait, j'étais plus orienté sur qu'est-ce que les autres vont penser plutôt que ce qui m'animait moi. Parce que j'étais atteint du syndrome du bon élève. Mais si je n'ai pas la bonne note, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et tu vois, cet été, ça a été une grosse prise de conscience de me dire, mais attends, Dorian, tu portes un message et là, tu es en train d'aller à l'encontre de ce message-là. Tu oses à la vue des autres, tu continues d'oser des choses, mais en fait, tu rêves plus grand comme il y a 7 ans. Tu vois, quand il y a 7 ans, j'ai cette prise de conscience, je rêvais grand, tu vois. Je rêvais d'aller interviewer des grands sportifs. J'ai réussi à rentrer dans des clubs de handball, d'interviewer des champions olympiques. Et là, aujourd'hui, tu rêves quoi ? Tu rêves de faire ta petite émission de radio et tout. Alors, je dis pas que c'est pas grand, ça peut être grand pour les autres, ça l'était au début pour moi. Mais là, j'étais rentré dans une routine. Je me suis dit, mais Dorian, là, cet été, ça a été une cassure. Je me suis dit, allez, le syndrome du bon élève, là, stop, mon pote. Tu vas rêver grand comme il y a 7 ans. Tu vas réamorcer un cycle. Et je le sentais parce qu'au fond de moi, tu vois, j'avais moins d'envie.
quand je me levais le matin, j'avais moins le feu, je prenais moins de risques, je commençais à moins aller sortir, tu vois, de ma zone de confort. Et je pense que tu le sais aussi bien que moi, quand tu commences à moins le faire, c'est que finalement, tu commences à avoir des objectifs qui ne sont pas assez grands. Ouais. Et tu vois, en tout cas, j'ai pris conscience de ce syndrome du bon élève. J'aime bien en parler parce que je pense que ça peut toucher tellement de monde. Et tu vois, m'en rendre compte, je me suis dit, mais en fait, si tu échoues, on s'en branle que tu Ah, on échoues. s'en fout. Tu vois, il faut le tester. Et même si ça ne se fait pas cette année, tu le feras. Parce que tu le sais, quand tu es déterminé, ça va le faire. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que c'est réenclenché un cycle là cet été et je le sens. Là, j'ai retrouvé une énergie de dingue ces derniers mois. Je me sens aligné, je suis serein, j'ai envie d'entreprendre et c'est kiffant, quoi. Et en plus, quand on échoue, entre guillemets, on a l'impression que tous les projecteurs sont braqués pour nous. Mais en plus, on est dans un monde où les gens sont tellement sollicités, si on rate quelque chose, mais en 2, 3 jours, allez, au pire, un mois, c'est largement oublié et on peut déjà passer à une autre aventure et à autre chose. Donc, Ouais. je pense qu'il ne faut pas avoir peur de tout ça, ouais, effectivement. Bon, au-delà des 3000, allez, on y vient. On y... Explique-nous, c'est quoi ce truc de fou? Mais et ouais, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui a pu lui donner envie de faire ça? Bah, j'ai un peu de réponse. Du coup, maintenant, j'ai compris. Tu as voulu encore une fois te défier, oser la difficulté. Tu as voulu, justement, ne pas sortir de ton confort. Et alors, est-ce que tu veux te prouver des choses? Est-ce que tu veux... à quoi elle va servir, cette aventure? Je veux comprendre pourquoi. C'est une bonne question. Est-ce que je veux me prouver des choses? Là, je peux y répondre de façon totalement alignée. Non. Parce qu'en fait, les choses, je me les suis prouvées. Je sais que je suis capable d'aller au bout de moi-même. Je sais que je suis capable de mener des projets de dingue. Donc, contrairement à il y a 7 ans, quand j'ai une prise de conscience, même si je le fais par désir d'avancer dans ma vie, de me construire une vie alignée, je sens qu'il y a encore quelque chose, c'est de l'ordre de l'ego, où il faut que je prouve des choses au monde. Là, tu vois, j'ai rien à prouver. La seule chose que j'ai envie de faire avec ce projet, c'est de montrer que à travers la difficulté, on peut se construire une vie épanouie. Et c'est pour ça que du coup, je partage le projet. En fait, au-delà des 3000, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée d'aller gravir à l'été 2026 14 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude en moins de 100 heures. Donc ça, c'est le défi que moi, je me lance. Mais en fait, là où je te dis que le projet, il a un sens énorme, c'est que sur la dernière ascension, il y a un défi au cœur du défi. C'est qu'on va permettre à des gens qui sont engagés dans un processus de résilience. Donc, je parle d'une personne en situation de handicap, un jeune en difficulté scolaire, une personne qui a vécu un burn-out ou une difficulté professionnelle, une personne âgée, de faire une ascension à plus de 3000 mètres. Donc, on va prendre ces personnes avec nous et leur permettre de monter à plus de 3000 mètres d'altitude. On va monter une jouelette. Donc, une jouelette, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fauteuil roulant en version sport qu'on va monter à plus de 3000 mètres avec une équipe de 15 personnes. On va prendre un jeune en difficulté scolaire qu'on va entraîner pendant des mois pour permettre de faire l'ascension. Enfin, tout le groupe va être organisé pour ça. Et en fait, ça va faire l'office d'un événement puisque en fait, on va permettre à plein de gens d'accéder à l'ascension et de pouvoir vivre ça avec nous. Donc, le projet, c'est celui-là. Donc, 14 sommets de plus de 3000 avec 14, une ascension. 14 sommets de plus de 14 3000 sommets de mètres. 3000. Ça représente à peu près 200 km et 18 000 mètres de dénivelé en moins de 100 heures. Et donc, avec en plus cette idée d'incruster dans le défi cette montée finale avec des personnes engagées dans un processus de résilience. Et en fait, ce projet-là, il va faire l'office d'un film documentaire. Et ce film documentaire s'appelle Au-delà des 3000. Et l'idée, c'est de montrer que à travers l'adversité, à travers la résilience, à travers l'audace, et surtout à travers des parcours qui, à la base, sur le papier, ne sont pas faits pour faire des choses exceptionnelles, on va faire des choses exceptionnelles. Et donc, c'est vraiment tout le but de ce projet-là, de promouvoir l'inclusion sociale, de promouvoir l'audace, la résilience et le dépassement de soi, et d'embarquer un maximum de personnes dans ce projet. Et c'est quand ça? Dans combien Ça, de c'est à temps? l'été 2026. Alors, c'est quand, en fait, il a déjà Ça va vite? commencé, puisque tu vois, je l'ai amorcé à l'été 2026, à l'été 2025. J'ai Ok. écrit le livre, j'ai écrit le livre, j'ai écrit le projet, j'ai écrit le film, j'ai constitué l'équipe, parce qu'on a une équipe, de production, donc qui va produire le film, qui va filmer, monter le film, produire. On a une équipe préparation physique, on a une équipe de com aussi, parce que derrière, il va falloir diffuser. Donc, c'est vraiment tout un projet logistique. C'est pas juste je me pointe le jour J et ça se fait. Pas que du Euh, sport.
Et ouais, c'est ça. Et donc, en fait, là, il y a plusieurs phases. La première grande phase, ben, ça va être la levée de fonds. Donc, on est en discussion avec des entreprises pour s'associer au projet, donc des grosses boîtes qui vont devenir partenaires du projet, qui vont Ouais. financer le projet, qui vont associer leur image à ce projet incroyable qui va être diffusé partout au national derrière. Et puis ensuite, à partir de janvier 2026, on met le film en production. Donc là, ben, ça veut dire qu'on va commencer à organiser le film, à organiser les déplacements, organiser la logistique. Et donc après, pour qu'à l'été 2026, en août, on puisse lancer cette semaine qui s'annonce complètement folle, quoi. Et là, t'en es où les sommets? Tu sais déjà lesquels c'est? Ils sont où? Alors, dis-nous un peu, ouais, ou si tu peux le dire. Et est-ce qu'on pourra suivre aussi cette ascension en direct? Est-ce qu'il y a des choses mises en place pour ça? Ouais, alors ça va se faire partout dans les Alpes parce qu'on a référencé à peu près, je crois, 24 sommets. Parce que tu vois, même si on en fait 14, on en référence 24. Parce que finalement, tu vois, la montagne, s'il y a bien un truc que ça t'apprend, et ça, je trouve ça d'une spiritualité incroyable, c'est que même si tu es la personne la plus déterminée du monde, que tu es le plus en forme physiquement, le plus prêt mentalement, si la montagne, elle a décidé que tu ne monterais pas aujourd'hui et qu'elle t'envoie des conditions météorologiques de malade, tu ne monteras pas en fait. Ta boîte le plus déterminé du monde, tu ne monteras pas. Donc, en fait, on Ouais. référence 24 sommets partout dans les Alpes avec cette idée qu'on va créer un itinéraire qui respecte un maximum aussi l'impact environnemental. C'est hyper important pour nous. Et voilà, on a référencé 24 sommets dans les Alpes. Maintenant, dans quel ordre on va les faire? Ouais. On va le créer au fur et à mesure, oui. Là, je ne le sais pas encore. Mais par contre, l'idée, c'est de se dire qu'il y aura des plans de secours chaque jour. De se dire, si celui-là, il n'est pas accessible, on essaye de monter là. Enfin, voilà. Parce que la montagne, il y a aussi ce truc qu'on ne peut pas maîtriser avant et voilà, qui est de l'ordre de l'incontrôlable. Donc, ça va se passer dans les Alpes. Ça, c'est la seule chose que je vais dire. Et ça se terminera dans la station des Deux Alpes. Parce que, comme je dis, depuis 3 ans, j'y passe tous mes étés. Et surtout, la dernière ascension est quand même assez accessible dans le sens où il y a des télécabines tout le long. Donc, ça va permettre aux gens de pouvoir nous suivre, de pouvoir venir faire une partie de l'ascension ou la totalité de l'ascension avec nous. Ça va permettre aux caméramans de pouvoir être là. Enfin, voilà, c'est toute une organisation. Mais en tout cas, ça va se passer dans les Alpes et ça se finira aux Deux Alpes. Est-ce que je me demandais, vous allez les enchaîner en fait, parce que tu as 100 heures, mais tu peux déclencher le chronomètre quand tu es en bas et après tu montes et après tu l'arrêtes une fois que tu es en haut, 3 jours après ou 2 semaines après, tu Non. fais un ou... Non, là ça enchaîne. Là. Ah ouais, c'est en 100 heures. Et même la difficulté, c'est que si tu veux, la dernière journée va être dédiée à l'ascension finale. Donc en fait, il faut que faire. Encore plus long. Ouais, donc on va faire 13 sommets en 72 heures dans un premier temps. Et l'idée, c'est vraiment 72 heures à la suite. C'est-à-dire qu'en fait, je te dis une connerie, je déclenche le chrono lundi matin à 8 heures du mat. Je dois finir le jeudi matin à 8 heures du mat, tu vois. Par contre, après, la façon dont je fais les ascensions, si je dois grimper de nuit, je grimperai de nuit, tu vois. Si je dois grimper le matin très tôt, je commencerai très tôt. Mais c'est 72 heures et dans ces 100 heures, 72, 100 heures, en fait, on compte aussi les déplacements voiture. Donc, il va falloir être. C'est pour ça que je te dis qu'il y a aussi un défi de logistique, d'optimisation des déplacements. Et c'est en ça que moi, ça me passionne parce que j'aime la complexité et tout ça va en faire partie. Et ça rejoint ce que tu disais sur l'intelligence du travail. Et en plus, ça fait écho un peu. J'ai mis un post il n'y a pas longtemps où je disais nos pains, nos gains, c'est fini. Maintenant, c'est nos intelligences, nos gains. Et là, c'est vraiment de l'intelligence, quoi. Parce que, comme au très haut niveau, le moindre détail va faire la différence. Il faut penser à tout. Et il faut penser aussi du coup, aux imprévus. Parce qu'il y aura forcément des imprévus. Et il faut essayer d'anticiper un maximum tout en sachant que, de toute façon, tu ne peux pas tout maîtriser, quoi. Surtout dans la montagne. Exactement. Et se préparer à se dire, en fait, moi, je suis préparé pour réaliser une journée type. Mais en fait, cette journée, elle peut être bouleversée au dernier moment. Et c'est là où c'est la difficulté. Et c'est ça qui me plaît, qui m'excite dans ce défi, c'est de se dire, en fait, moi, je suis quelqu'un qui, à la base, aime bien maîtriser les choses. Honnêtement, je suis quelqu'un qui aime bien contrôler. Tu vois, dans mon environnement, tout est plutôt bien planifié, avec beaucoup de routine, beaucoup d'organisation. Et à la fois, là, sur ce projet-là, je vais pouvoir maîtriser ce que je maîtrise. Mais à la fin de la journée, s'il y a une ascension qui est pas faisable, il va peut-être falloir que je bascule sur une autre. Sauf que faire une ascension je vais dire une connerie, de 6 km avec 600 mètres de dénivelé,
Si je bascule sur une ascension à 1500 mètres de dénivelé avec 14 bornes, ben, c'est pas la même chanson, tu vois. Ouais. Surtout en fin de journée quand tu as déjà 40-50 bornes dans les jambes. Ouais. Mais ça pourra se faire comme ça. Donc, en fait, c'est ça que j'aime aussi dans ce sport-là et dans la montagne. C'est ce côté, j'ai beau tout avoir prévu, mais il va falloir peut-être que je remette tout en question à tout moment. Mais encore une fois, c'est là où c'est important de revenir sur ce qu'on disait, c'est que pour ce projet, j'ai une équipe. Je Ouais. suis plus seul, tu vois. Et ça, c'est le plus gros apprentissage là que je suis en train de faire sur ce projet. C'est que jusqu'à maintenant, j'ai quand même avancé relativement seul. J'ai réussi à avancer, même si parfois, tu vois, je prenais des gens extérieurs pour m'aider sur certains projets. Mais là, c'est une vraie équipe. C'est-à-dire que chacun sera à son poste. Et tu vois, j'ai mon meilleur ami, David, mon âme frère, comme j'aime le dire, qui va leader le projet, manager le projet, de façon à ce qu'en fait, moi, je n'ai plus à réfléchir quand j'y Ouais. serai, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu fais ces sports-là, parfois, au bout de 50, 60, 70 km d'efforts, je ne sais pas combien d'heures d'efforts aussi, mais tu n'es plus lucide. Tu n'es plus capable de prendre des décisions. Et donc, il faut une équipe qui prenne les décisions à ta place et qui soit capable de prendre les bonnes décisions à ta place. Donc, tu vois, c'est toute une organisation, mais dans l'organisation, il y a aussi le fait de constituer une bonne équipe avec chaque poste les meilleurs. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Et puis, tu en as qui peuvent craquer dans l'équipe aussi. En fait, ça dépend pas que de toi, là, maintenant. C'est une équipe, donc c'est pas la même, quoi. Il y a du management, il y a plein de choses. Il faut que ce soit les meilleurs à leur poste. Faut pas leur mettre trop de pression non plus. Ça doit être super difficile à gérer quand on a l'habitude d'avancer un peu seul. Bah, T'as c'est déjà eu des difficile. soucis, là, depuis le début, où finalement, tu as choisi quelqu'un et tu te dis, bon, bah non, on a dû changer, ou je sais pas ce qui peut se Ben, passer. c'est une très bonne question et c'est pour ça que je pense que le meilleur truc quand tu constitues une équipe, c'est de bien se connaître soi. Quand c'est toi Ouais. qui constitue l'équipe, il faut bien se connaître soi avec tes forces et tes faiblesses. Moi, je sais que mes forces, c'est de faire avancer les projets très vite. Donc, tu vois, là, sur la partie orga, sur la partie créer le projet, manager le projet, je suis une machine, tu vois. Et c'est pas Ouais. arrogant de dire ça, je suis une machine. Je sais le Non. faire, je sais les étapes, c'est facile pour moi. Par contre, le jour J, pendant le défi, je sais que j'ai un côté tellement entrepreneur déterminé que, tu vois, je vais retomber dans ce que je te disais tout à l'heure. Il faut le faire, il faut avancer. Et Ouais. donc, des fois, je peux devenir pressant avec les gens, tu vois, les pousser dans les retranchements, et c'est pas bon. Et c'est pour ça que mon meilleur ami, lui, c'est quelqu'un qui se soucie parfois trop des autres, mais qui se soucie beaucoup des autres, qui fait en sorte que tout le monde soit bien, qui va prendre en considération les autres, qui va être plus dans il faut que tout le monde soit bien plutôt que dans il faut le faire, tu vois. Et Ouais. donc, je pense que le croisement entre nous deux est le croisement parfait, en fait. Parce que lui, il va prendre soin des autres, tu vois. Et j'ai besoin de quelqu'un comme ça, qui soit l'opposé de moi sur le défi, pour être en capacité de manager les gens. Et c'est pour ça que volontairement, je lui ai demandé à lui précisément que ça soit lui qui manage le projet, qui manage les gens et qui manage même l'ascension finale, parce que je sais qu'il est tellement bienveillant, tellement humain, que c'est la personne parfaite pour faire ça. Surtout croisé à moi qui, à un moment donné, sera capable de dire non, mais les gars, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Tu vois. Et le croisement parfait des deux fait que tu crées une forme d'homéostasie. Et l'homéostasie, c'est l'équilibre parfait pour réaliser le Formidable. projet, quoi. Et qu'est-ce que tu redoutes le plus là-dedans? Parce que, juste, moi, ce que je me dis finalement, pour moi, hein, je te le dis, ça serait même pas forcément les efforts physiques et tout. Ça serait plus si je rate, bah, comme tu disais tout à l'heure, où j'ai emmené une équipe là-dedans. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est si je rate tout seul, bon, ça passe, c'est ma valise. Mais si j'emmène toute une équipe dans un truc dangereux, en plus, c'est très dangereux, il y a plein de risques. C'est quoi qui te fait plus peur? Qu'est-ce que tu redoutes le plus dans cette aventure? Paradoxalement, ce qui me fait le plus peur là aujourd'hui, mais peut-être que c'est lié à l'étape dans laquelle je suis, c'est de ne Oui. pas arriver à lever les fonds que je veux lever pour mettre en production le film. Et donc de même pas pouvoir l'amorcer comme je voudrais l'amorcer. Ça, c'est ma plus grande peur. Parce Ouais. que paradoxalement, mener le projet ensuite, une fois qu'il est en production, peut-être que ça peut paraître arrogant, mais j'ai une confiance énorme en moi pour aller au bout des choses. Parce qu'en fait, je l'ai tellement fait, je me suis tellement mis dans le mal en trail que, en fait, je connais la douleur, je connais la souffrance, donc s'il faut y aller, enfin, je sais le gérer. Tu vois, c'est comme quelqu'un que tu as mis dans le chaos dans certaines situations, quand il a appris, tu maîtrises le chaos, tu vois ce que je veux dire?
tu sais ce que c'est, donc tu sais le maîtriser. Donc là, dans l'étape où je suis, c'est plus de ne pas pouvoir mettre le film en production et de pouvoir mener ce projet comme j'aimerais le mener. C'est Ça, ça ma plus grande peur. ça représente un budget de combien? Je ne sais pas si tu peux en parler. Oui, oui, complètement. En fait, c'est un budget de 82 000 euros hors taxe, donc ça fait du 100 000 euros TTC, Ok. répartis sur 3 gros postes en fait. Tu as un premier poste de production du film, forcément, donc Ouais. avec une agence qui va gérer ça. Donc, ça veut dire quelqu'un qui va t'aider dans l'écriture du film, quelqu'un qui va venir faire le cadrage, qui va venir t'accompagner en montagne pour tourner les images. Et en montagne, c'est quand même assez complexe parce que c'est pas des cadreurs classiques. Il faut quelqu'un qui puisse te suivre à 3000 mètres d'altitude. Il Ouais. faut des drones, il faut du matos. Donc, il y a ça. Puis après, il y a la production du film, enfin le montage, la réalisation du film. Donc, il y a un poste de coût qui est quand même important de ce côté-là. Ensuite, une fois que tu as fait un beau film, il faut qu'il soit vu. Et pour qu'il soit vu, il faut une équipe de com qui soit performante, que Ouais. ce soit pour aller chercher des gros médias de presse, que ce soit pour aller communiquer sur les réseaux sociaux, pour faire les choses dans le bon ordre, pour faire une soirée de lancement au cinéma. Donc, tu as un gros poste là-dessus. Et puis, tu as un poste qui est un peu plus petit, mais qui est quand même, qui a le mérite d'exister. C'est le poste logistique. Puisqu'en fait, quand tu fais un défi comme ça, ça demande du déplacement, que ce soit voiture, logement, déplacement dans leur globalité. Et donc, ça représente un poste de coût qui est encore important. Ok. Et comment on devient partenaire? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ont envie de participer de près ou de loin à cette aventure. Et quel est l'avantage d'être partenaire et comment on fait pour le devenir si on en a envie? En fait, pour devenir partenaire, c'est très simple, faut me contacter. On a créé un document qui parle de ce projet mieux qu'un humain presque. En tout cas, on a un joli document qui partage le projet et les contrats de partenariat qu'on a mis en place. Très simple, faut me contacter pour ça. Et en fait, quand on devient partenaire de ce projet, c'est vraiment déjà associer son image à un projet qui a un sens énorme en termes d'inclusion sociale, parce que là, c'est de l'inclusion sociale au sens large. On va pas juste faire de l'inclusion sociale version handicap ou jeunes en difficulté scolaire. Nous, on a décidé de voir les choses en grand, donc on va faire de l'inclusion sociale au sens large. C'est des marques qui ont envie de promouvoir l'audace, la résilience, le dépassement de soi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en discussion avancée avec des belles entreprises comme Veolia, comme Ouais. EDF, comme on est en discussion avec Running Conseil, on a signé avec Joëlette Co, donc qui vont nous mettre à disposition une Joëlette pour faire l'ascension finale. Donc on est déjà quand même bien avancé. Donc je te dis, j'ai peur de ça, mais c'est quand même déjà très très bien avancé. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des entreprises qui n'ont pas juste l'idée de poser de l'argent et puis derrière juste parler bien de nous en com. Non, c'est des entreprises qui vont envoyer des collaborateurs pour monter la Joëlette le jour J. C'est des entreprises qui vont discuter avec nous de comment on tourne le film, qui vont me soutenir aussi dans le lancement au cinéma. Tu vois, enfin, c'est vraiment des entreprises qui ont à cœur de s'impliquer et qui vont se servir du film comme d'un vecteur d'engagement et de cohésion dans leur entreprise, parce qu'ils vont embarquer des équipes et que ça va être un projet qui va être fort. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà, devenir partenaire, c'est créer un vecteur de cohésion et d'engagement au sein même de la société. Et derrière, en communication, là, c'est une place dans les plus grands médias, parce qu'on va aller chercher les plus grands médias, des plateaux télé, des plateaux radio, des plateaux aussi sur le web, parce qu'aujourd'hui, grâce au web, on peut faire des très belles interviews qui sont vues par des milliers, voire des millions de personnes. Ouais. Et donc, c'est se donner l'opportunité d'avoir un vecteur de cohésion interne dans l'entreprise et d'être visible au national dans les plus gros médias, et puis après derrière d'être diffusé partout, que ce soit en entreprise ou dans les festivals nature, montagne, sport, partout en France. Ok, donc on pourra suivre tout ça. On peut aussi devenir partenaire. Est-ce qu'il y aura des guests? Est-ce que tu vas avoir des invités, des gens qui vont Oui. venir t'aider? Ouais. Ouais, bien sûr. Alors, je peux pas le dire là pour le coup parce que Ah, en fait, on veut pas parce qu'en fait, tu sais, quand tu as un sportif de haut niveau, sa saison elle peut se changer à tout moment. oui. Mais oui, on est en discussion avec des sportifs de haut niveau qui vont venir sur l'ascension finale. On aimerait qu'ils soient là justement Ah ouais. pour porter la Ok. Joëlette. Pareil sur les personnes qu'on va choisir aussi dans la team résilience qu'on appelle. Euh,
on a des gens qui sont connus sur les réseaux. Donc voilà, je peux pas trop en dire parce que c'est pas officiel, on n'a pas signé le truc, donc j'ai pas envie d'engager leur image. Mais en tout cas, ouais, on a des très belles personnes et c'est ça qui est formidable, c'est que plus je parle de ce projet, plus je sens qu'il résonne chez les gens et on arrive à embarquer de plus en plus de personnes et d'entreprises incroyables. Donc voilà, en tout cas, si les personnes veulent rejoindre ce projet ou qu'ils connaissent des entreprises avec qui on pourrait être mis en relation, il faut me contacter. Dorian Solaire, je suis partout sur les réseaux. Ouais, et je peux afficher pour ceux qui sont sur YouTube ton adresse mail à l'écran. Ouais, carrément. Et pour les autres, on vous la donne. Dorian Solaire, donc doriansoler.co@gmail.com. Donc n'hésitez pas. Et puis on peut te retrouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur un site internet aussi. Donc on peut te trouver un peu partout. Notez bien son nom et surtout, déjà, on va suivre l'aventure, au moins. Et pour découvrir les guests, pour découvrir plein de choses. Et vous avez sûrement aussi peut-être des questions à lui poser. Vous pourrez les poser en commentaire de podcast ou sous les vidéos. Et puis il pourra y répondre. Je lui enverrai, moi, si jamais il n'y a pas de réponse, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour ça. On s'approche de l'heure. Donc on a bientôt fini. J'aimerais quand même que tu nous... si tu as un mot de la fin, un conseil pour des gens, parce que je sais que ça donne envie à des gens de se bouger, tu vois. Notamment le début de la discussion, le début du podcast où ce que tu expliquais, je connais plein de gens qui sont dans ce cas-là, qui sont un peu dans une spirale infernale négative ou qui ont des vies qui ne sont pas faciles ou qui ont aussi des projets mais qui n'arrivent pas à s'y mettre. Est-ce que tu auras un conseil pour ces gens-là, s'il te plaît? Mais je dirais que la première chose, peut-être deux conseils, mais la première, ça serait de dire, c'est une phrase que je dis souvent, mais qui reflète tellement mon message, ce ne sont jamais les événements que l'on traverse qui dictent nos vies, mais ce que l'on décide d'en faire. Et j'insiste sur le mot ce que l'on décide d'en faire. Parce qu'à partir du moment où tu décides, parce qu'en fait, on est les seuls maîtres de notre bateau, et quand on décide de transformer comme moi j'ai pu le faire, quand j'ai décidé de ne plus rendre les autres responsables de mon malheur, je suis devenu maître de mon bonheur. Donc ça, c'est la première chose, c'est de décider prendre sa responsabilité. Et la deuxième chose, c'est de dire aux gens, arrêtez. Et c'est paradoxal, parce que tu vois, sur les réseaux, on te dit rêver grand. Alors c'est bien de rêver grand, mais je dis toujours, si vous voulez rêver grand, agissez petit. Parce qu'en réalité, ça, c'est le plus beau conseil que j'aimerais donner, c'est arrêter de vouloir entreprendre des grandes choses en vous disant que c'est le seul moyen d'évoluer. En fait, ça commence tout petit. Au départ, si tu es timide, si tu es jeune, c'est lever la main en cours. C'est plutôt que si tu veux devenir conférencier, c'est de prendre la parole devant 3 personnes. Si tu as envie de devenir préparateur mental, c'est d'apprendre à écouter les gens. Tu n'as pas besoin de te former. Enfin, tu as besoin de te former, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, si tu veux commencer à te plonger dans le truc, tu peux juste apprendre à écouter les gens, discuter avec les gens, créer une relation. Parce que c'est ça, en fait, notre métier aussi au départ, tu vois. Et donc, agissez petit, faites des pas. Et c'est ça qui va donner, en fait, de l'énergie, de la motivation et du fuel pour avancer quotidiennement. Et comme je dis souvent, l'action entraîne l'action. Ouais. Donc, action, commencez par des petites actions. Et vous verrez, ça peut aller vite. Ça me fait penser, j'ai zappé le nom, j'ai plus la ref, mais ce mec qui a commencé avec un trombone, qui a fait du troc. Il a troqué son trombone avec une gomme, ensuite la gomme contre un crayon, un stylo, ensuite le stylo contre un paquet de feuilles ou je sais pas. Et il est arrivé après avec une voiture, il l'a échangé contre une maison, etc., etc. Et c'est fou, quoi. Et c'est une histoire vraie, vous pouvez aller voir sur les réseaux, mais c'est assez fou. Et je pense que chacune de nos vies reflète un petit peu ça. Il faut commencer petit et il faut rêver grand. On sait qu'on peut aller très loin. On sait dans quelle direction on veut aller. Mais après, peu importe si on y arrive ou pas, par quoi je vais commencer et quelle va être sa petite marche. Et des fois, on me dit, en fait, ça me fait penser à plein de choses du coup, mais j'en parlais l'autre jour avec une personne que je vais accompagner. Un petit conseil, il me dit, ouais, là, je vois aucune issue, quoi.
Je lui dis, bah, commence par une toute petite chose, quoi, une toute petite marche, quoi. Je lui parlais d'un escalier. C'est Il me ça, dit, ouais, mais même la petite marche, elle est trop grande. Je lui dis, ouais. bah, c'est que tu es encore plus petit, du coup, peut-être. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce que j'aimerais dire, c'est que vous allez voir, là, c'est vraiment un message que j'ai envie d'adresser, mais c'est que quand vous allez voir que quand vous allez vous mettre en mouvement, ce qui va se passer, c'est qu'on va apprendre à aimer le processus. Parce que souvent, au départ, quand on se met en action, c'est pour obtenir quelque chose. Tu sais, bah là, si je prends l'analogie de au-delà des 3000, c'est pour me retrouver à plus de 3000 mètres d'altitude. Mais en fait, moi, ce que j'aime dans ce projet, c'est le processus. Ouais. C'est toutes les étapes qu'il y a avant. C'est tout ce que je dois développer avant pour y arriver. Et c'est tout ce que je vais devoir mettre en place, même au sein même de chaque ascension pour arriver au sommet. Et donc, apprendre à aimer autant l'ascension que le sommet. Et puis en plus, on ne réfléchit pas de la même manière quand on est en action. Exactement. Quelqu'un qui n'ose pas s'y mettre, il dit non, mais c'est que si je fais ça, ça va se passer comme ça, etc. Mais mets-toi en mouvement, commence à faire quelque chose et tu vas voir les choses différemment. Ouais. Donc, ouais, c'est Exactement. vraiment ça le plus important, c'est de voir ce changement-là et de se dire ah ouais, j'aurais pas pensé pouvoir faire ça un Exactement. jour, j'aurais pas pensé réussir à m'y mettre. Ok, bah écoute, merci Dorian. Tu veux rajouter quelque chose? Non, franchement, c'était Bon, top. c'est Enfin, bon. voilà, échange enfin, Merci énormément. c'était Euh, ouf. Merci. Surtout que je lui ai mis un plan la dernière fois. Je voulais encore dire pardon. Dans l'organisation, on en a beaucoup parlé d'organisation. Et des fois, bah, il y a des erreurs d'organisation. Et comme quoi, même quand on se trompe, ben, on peut quand même réussir à avoir quelque chose après. Trop bien. Donc, merci pour bah, la personne que tu es. Franchement, je te suis depuis longtemps. Et puis, j'ai tout de suite su, je sais pas, il y a peut-être 2, 3 ans, 4 ans, même maintenant que je t'ai croisé sur LinkedIn, que tu allais faire de grandes choses. Je sais pas pourquoi, j'ai senti un peu ça. Et je me suis dit, il faut que je garde le contact avec ce gars parce qu'il est trop inspirant, trop motivant. Et donc, franchement, c'est un honneur de t'avoir reçu. Merci vraiment beaucoup. Et Bah, et puis merci à toi aussi parce que tu vois, je te retourne le compliment. Tu vois, pour le coup, et là, on peut le partager depuis qu'on se suit, bah, on avance petit à petit. ouais, Et toi comme moi, bah, là où on en est aujourd'hui, ce n'est que la succession de petits pas répétés un peu tous les jours qui font qu'on a avancé. Et toi, pareil. Donc, tu vois, bravo pour tout ce que tu mets en place et pour aussi ben, mettre en avant ce qu'est la préparation mentale dans son essence même. merci beaucoup. Et ben, j'espère que tout ça vous a plu. Merci Dorian. Et puis, bah, à la prochaine. Mettez vos commentaires, partagez cette vidéo inspirante, ce podcast inspirant. Et à très bientôt. À Ciao, très ciao, vite. ciao.